Gang, j'avais essayé de changer de personnalité. Déjà, il était très têtu, il n'écoute personne. Je me suis oublié, j'ai oublié mes valeurs. Parce que s'il se plante à l'Union, sa carrière est peut-être terminée. Je resterai comme je suis. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les lignes, le podcast belge qui parle foot. Et avant même de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Alors au programme aujourd'hui, un gros chapitre sur la Pro League, ensuite direction l'Espagne, l'Angleterre. On parlera également de la CAN. Et pour m'accompagner aujourd'hui, comme chaque semaine, Marvin Ogunjimi, comment tu vas? Très très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et on a quand même l'honneur d'avoir Felice Mazou, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Merci beaucoup d'être là. Avec vraiment plaisir. plaisir. Bonjour. Et à côté de toi, il y a Thomas Bricmont, consultant foot. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que tu seras là. On On verra comment ça se passe aujourd'hui. Alors on va directement commencer, rentrons dans le vif du sujet, parlons Covid, comme ça c'est fait et après on n'en parlera plus. Il y a eu une grosse réunion hier entre les clubs de Pro League pour décider s'il fallait annuler ou pas la prochaine journée de championnat. Finalement pas, mais on retourne à un protocole où si 7 joueurs sont contaminés par le Covid, le match peut être annulé. Vous pensez que c'était la bonne décision à prendre? Je pense qu'on peut commencer par Felice, le coach. peut-être que... Qu'en penses-tu? Alors, c'est, en ce qui me concerne, une très bonne décision. Je ne l'aurais pas très bien vu s'il y avait eu des remises, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a eu certaines pressions par certains clubs par rapport à la CAN. À la CAN, c'est ça, parce qu'il y avait des absents. Hein. Voilà, c'est un premier point. Après, je vais répéter ce que j'ai dit dans la presse, avec vos collègues de la presse écrite, c'est que moi, je ne comprends plus rien dans tout ce bazar de Covid. Une fois, il faut être vacciné, il n'y a pas de problème. On est vacciné 3 fois, il faut faire des tests, puis il ne faut plus faire de tests. Il y a un règlement qui a été mis en place pour que tous les matchs soient joués, même s'il y avait des cas, des clubs avec 7 Covid. Puis il y a eu le match Courtrai-Anvers-Remy. Et maintenant, on reparle de nouveau de faire des tests avant les matchs. Donc moi, je ne comprends plus rien. La seule chose, si on veut être cohérent, c'est d'avoir des règles et que les règles soient respectées par tout le monde, que ce soit grand club, petit club, et qu'on continue à jouer tout simplement avec... on doit être attentif à ce qu'on fait, tout simplement, et continuer à jouer. Parce que là, actuellement, il y a plus de 50 cas en Pro League pour l'instant, c'est ce qu'ils disent, et que donc ça va de nouveau un petit peu chambouler tout le calendrier. Oui, je suis d'accord, il y a des cas en Pro League, mais il y a quand même un règlement qui a été mis en place en disant que même avec des cas, il fallait continuer à jouer parce qu'il y a un calendrier qui est très très lourd. Je prends un exemple, dans 15 jours, on a une semaine à 3 matchs. Tout à fait. Imaginons que la première journée soit remise et que nous, pendant cette semaine-là, on a des cas de Covid, qu'est-ce qu'on fait? On doit quand même jouer. Donc voilà, je pense qu'il faut être cohérent avec tous les clubs et continuer à jouer. Donc c'est la bonne décision qui a été prise hier. En ce qui me concerne personnellement, oui. Je suis assez d'accord avec Felice parce que la CAN, par rapport à la CAN, je trouve ça ridicule comme débat parce que la CAN, on savait qu'il y avait une CAN qui allait, sauf en cas de catastrophe majeure, mais se jouer ici en janvier, comme tous les 2 ans. Et c'est comme ça. Évidemment qu'il y a des clubs qui sont emmerdés par la situation parce qu'ils se retrouvent privés de pas mal de joueurs. C'est pas le cas de l'Union et qui peut peut-être en profiter, mais ça c'est sportif. On le sait au départ. Alors, est-ce qu'il faut revoir le calendrier de la CAN, que ça se joue en fin d'année? Après, c'était pas censé se jouer maintenant. Hein. C'était juste reporté. Normalement, c'est de nouveau l'été. C'est ça depuis 2019. Mais on savait, tout à fait. En tout cas en début de saison, que la CAN allait jouer normalement en janvier. Et concernant le Covid, on va devoir faire avec à un moment donné. On ne savait pas prévoir Omicron, mais dans 3 mois, peut-être qu'il y aura une nouvelle vague. Donc si on commence à interrompre une compétition parce qu'il y a une nouvelle vague, on ne s'en sort plus. Donc c'est évident qu'il fallait mettre des règles. Je pense que là, ils ont tapé juste pour une fois. Enfin, peut-être pas pour une fois, mais en tout cas, ils ont tapé juste. Et je sais que moi, j'avais été surpris que la déclaration de Felice dans les médias avait été vue comme un truc où il pensait à sa petite personne, mais pour moi, je l'ai vu sur les réseaux et autres, mais non, je trouve ça assez juste en fait. Pour le coup, c'est assez juste. Moi, je suis assez d'accord. Marvin aussi, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord, mais faites des règles et gardez des règles. Il ne faut pas chaque 2 semaines changer les règles parce que Union, ils ont 5 cas, Anvers, ils ont 10 cas, Bruges, ils ont 12 cas. Faites les règles et gardez les règles, c'est simple. Moi, non, je suis assez d'accord. On quitte le Covid, direction l'Union. Vous êtes parti en stage en Espagne. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a démarré notre semaine un peu dans le froid, mais en tout cas avec un ciel bleu, des conditions d'entraînement très très bonnes, très bon terrain.
un hôtel où finalement on était seul dans l'hôtel, on devait le partager avec l'un ou l'autre club, mais ils ont annulé. Et donc on s'est retrouvé seul et en toute sécurité finalement. Je pense que beaucoup de clubs ont annulé leur stage et le seul danger, entre guillemets, s'il y avait danger, c'est l'avion et l'aéroport. Oui. Mais une fois que vous êtes sur place, je pense qu'on était beaucoup mieux qu'ici en Belgique. Les joueurs tous ensemble, constamment dans un hôtel avec le staff. Voilà, aucune relation à l'extérieur avec des étrangers, entre guillemets. Donc pour moi, c'était la meilleure situation pour, en tout cas, cette semaine-là, se préserver du Covid. Et quel bilan tu tires de cette semaine? Il y a eu l'intégration de nouveaux joueurs. Comment ça s'est passé? Oui, un bilan positif. D'une part, on a essayé de relancer la machine au niveau du mental et de la cohérence de groupe pour travailler tous ensemble. Après, ça nous a permis d'intégrer nos 2 nouveaux joueurs, le japonais et évidemment le polonais. On a terminé par un match où le groupe a presté avec cohérence. Contre le cercle, hein, c'est ça. Contre le cercle, voilà. Le seul petit point noir, c'est que Mitoma Kaoru s'est blessé dans ce match-là. On verra l'évolution. Il a une entorse. Après, voilà, on verra combien de temps. Surtout qu'il est quand même assez décisif avec vous depuis le début de la saison. Voilà, maintenant, en restant, je vais dire, très objectif et sans vouloir relancer la flamme sur les réseaux sociaux, Mitoma devait partir en équipe nationale. Okay. Donc en ce qui nous concerne, pour l'Union, il aurait été quand même absent quelques semaines. Ok. Et question, donc l'intégration des 2 joueurs, donc il y a eu 2 transferts rentrants. Et pas n'importe qui. Hein. Et pas n'importe qui, mais vas-y. Non, mais enfin moi je les connais pas, mais en tout cas de ce que j'ai pu le voir. Potentiel. Et le potentiel, le polonais, ça c'est... Le polonais, apparemment c'est une pépite. Hein. J'ai oublié son nom évidemment, mais... Et le japonais aussi, j'ai oublié son nom. Mais donc c'est Koki Machida et Kasper Kozlowski. Je crois que c'est une colle aussi. Non, c'est pas une colle. En fait, c'est Kasper, mais comme on a déjà Kasper Nielsen, c'est ça, vous changez. On l'a surnommé Kosi. Ah, c'est marrant. Voilà. Pour moi, c'est une pépite. Hein. D'après ce que j'ai pu voir, c'était un transfert à 10 millions d'euros. Qui peut se payer un joueur à 10 millions d'euros en Belgique? Très peu de clubs. Peut-être Bruges, et pour le reste, personne. Quand on a un joueur pareil dans son effectif, ça me fait penser à une remarque de Vincent Manard qui m'avait une fois dit Bruges aussi, oui, ok, on est les plus riches en Belgique, mais c'est parce qu'on regarde sous un prisme différent. Les propriétaires les plus riches, c'est les propriétaires de l'Union, c'est les propriétaires du Cercle de Bruges, c'est les propriétaires d'autres clubs qui ont des clubs filiales. Et évidemment, l'Union Saint-Gilloise arrive dans une nouvelle galaxie avec des joueurs pareils. Tout à fait. Si demain, un club comme Anderlecht ne peut pas se payer le joueur que l'Union vient de recevoir, il faut se rendre compte de ça. Et surtout que c'est hyper bon pour le championnat belge. Enfin. Si Brighton reste ad vitam aeternam, bien sûr, c'est une très bonne chose. Alors, je veux quand même préciser que donc c'est pas l'Union qui a acheté ce joueur. Non. Donc c'est une propriété de Brighton et Brighton nous l'a prêté jusqu'en fin de saison. Et la deuxième chose, c'est que pour être très précis, on n'est pas une filiale entre guillemets de Brighton, parce que ça, mon président est très pointilleux là-dessus. Très pointilleux, très susceptible par rapport à ça. Donc c'est une société privée, en tout cas, qui a été créée par le président de Brighton et Alex Muzio, qui est maintenant notre président, et c'est cette société qui gère et qui a acheté notre club. Mais on a effectivement des facilités avec Brighton, vu que cette société est représentée par le président de Brighton. Voilà. Mais c'est important d'être précis. C'est important d'être précis. Mais dans les faits, tu es d'accord, recevoir... Enfin, je ne sais pas si tu as pu t'en rendre compte directement, un joueur pareil, c'est extraordinaire. Voilà. Pour notre compétition, c'est un joueur qui doit se retrouver dans les meilleurs clubs de Bundesliga, tout à fait. Ou dans un club de première ligue. Et là, il se retrouve à l'Union Saint-Gilloise. Jamais on n'aurait pu avoir un joueur pareil. Exact. Non, exact, mais je trouve ça facile de dire pour Manhart, parce que le club de Bruges, tout le monde sait qu'eux, en ce moment, financièrement, ils sont loin de tout le monde. Non, mais ils ont un budget de près de 100 millions. Hein. C'est évident que c'est parce que ça l'ennuie un peu d'entendre que Bruges, enfin, ça l'ennuie. Non, ça l'ennuie pas, mais on pointe toujours le fait que Bruges a énormément d'argent, qui travaille bien, etc. Lui, il remarque que dans les situations de crise, Bruges est obligé de vendre sans arrêt. Des clubs comme le Cercle, évidemment, c'est pas Monaco, l'Union, c'est pas Brighton, mais ils peuvent ils ont un potentiel financier derrière qui est gigantesque. Des fois, on s'en rend pas compte.
C'est ça qu'il voulait juste pointer. Un club comme Bruges est obligé de vendre pour continuer à prospérer, continuer à être... On le voit chaque année. Cet été, ils ont vendu peut-être trop et pas acheté. Ils n'ont pas acheté ce qui était suffisant, en tout cas. Oui, mais j'aimerais bien voir le contrat du joueur de Bruges et le contrat du joueur de Union. Je pense que là, on va vraiment voir la différence entre Bruges et Union. Ça, c'est vrai. Ça, c'est évident. Parce que c'est un truc d'acheter les joueurs, mais après aussi avoir le contrat des joueurs. Ah, oui. Non, mais si on sait qu'un Mignolet, il a 3 millions, je ne pense pas qu'il y ait un joueur de Union qui a 3 millions par an. Et c'est là que tu vois Van Aken. C'est pas pour rien qu'il reste. Le joueur prêté par Brighton, l'attaquant polonais, je ne sais pas s'il n'a pas 3 millions par an. Hein. Mais ça, c'est Brighton. Bruges, c'est eux-mêmes qui donnent les contrats. C'est un autre modèle. Et bien sûr que de toute façon, c'est deux structures totalement différentes. C'est deux visions différentes. Mais ça n'empêche que là, par exemple, je pense que le joueur polonais, il ne doit pas être loin de tout ça. Hein. Il doit être assez proche de ce genre de chiffres. Et Félix, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres transferts entrants, un attaquant peut-être? Il avait été question d'épauler un peu. Oui, je pense pour plusieurs raisons qu'il est important qu'on ait un nouvel attaquant et la direction en est consciente et elle y travaille bien évidemment. Et on espère ne pas se tromper, en tout cas ils espèrent aussi ne pas se tromper. La première raison, c'est que Avenatti est parti au Berscott, donc c'était notre doublure entre guillemets. Et donc on a absolument besoin de quelqu'un qui vienne concurrencer Dante et Denis, et non pas pour leur faire de l'ombre, mais pour leur bien, pour le bien de l'équipe. Je pense que cette concurrence va être indispensable dans cette fin de saison si on veut continuer à avancer, mais aussi surtout pour préparer le futur, parce que tout le monde sait très bien que un de nos deux attaquants, ou peut-être les deux, vont partir en fin de saison, vont être vendus parce que la société a investi dans le club, mais elle doit aussi faire des rentrées et pas faire que des sorties. Tout à fait. Et donc, certains joueurs seront vendus et donc on doit préparer aussi le futur. Certains joueurs seront vendus ici durant ce mercato ? Non, pas ici en janvier. Tu as la certitude. C'est balisé un peu. Dans la vie, être certain, c'est difficile de toujours dire certain. On a un accord avec le club, on a un accord avec les joueurs. On sent qu'il y a un truc de spécial qui est en train de se passer. On a envie d'essayer de terminer notre histoire ensemble et on en a parlé avec les joueurs et le club et tout le monde est sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Vous avez un objectif, non ? Notre objectif, c'est d'essayer de faire le mieux possible chaque semaine, chaque match. Non, mais il a raison. Alors, mon objectif en tant qu'entraîneur, ce n'est pas de manquer d'ambition dans mes analyses et dans mes propos. C'est surtout de protéger mon groupe, premièrement. Ensuite, on sait tous qu'on rêve de quelque chose de spécial. Vous le savez tous, tout le monde. Je ne peux pas dire qu'on n'y rêve pas, mais on doit avoir les pieds sur terre et se placer des objectifs qui correspondent aux infrastructures, aux moyens, peut-être pas à ce qu'on a montré depuis le début de la saison, mais en tout cas à dépasser notre premier objectif. Notre premier objectif était de se maintenir. Le maintien. Et donc, je pense que ça, c'est acquis. Et aujourd'hui, on doit pas traverser les étapes trop vite. Et je pense que si on peut terminer dans le top 8, on serait déjà content. Mais on rêve. Mais non. Maintenant, c'est pas possible de parler comme ça. On rêve en même temps de pouvoir terminer dans ce top 4, c'est certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence entre devoir et vouloir. Certains clubs doivent terminer dans le top 4. Oui. Des clubs qui se sont fixés comme objectif le titre, qui se sont fixés comme objectif... si Bruges n'est pas dans le top 4, c'est un échec. Voilà. Je pense. En termes de moyens, c'est une catastrophe. En termes d'investissement, certains clubs doivent. Nous, on veut. Voilà. On veut en se permettant de rêver. Tout à fait. Mais si on termine dans le top 8, je pense qu'il n'y a rien de catastrophique. Les champions, c'est illusoire. On verra. Prédire des choses qui peuvent ou qui ne peuvent pas se passer, ce serait peut-être manquer d'humilité. Donc on en rêve peut-être, mais on ne va pas le crier sur tous les toits parce que c'est manquer d'humilité. Enfin, personne n'aurait jamais cru que là, maintenant, l'Union allait être premier. Je rappelle, meilleure attaque, meilleure défense, plus petite perte de points, plus grand nombre de victoires, 4 défaites. Enfin, c'est un truc de fou. Vous êtes numéro 1 partout. C'est une première phase. Non, c'est un premier tour proche de la perfection, quoi. Mais juste pour ça, je pense que pour un coach, c'est pas facile. Après, au mercato hivernal, qu'il y a encore un joueur de 7 millions qui rentre dans l'équipe. Comment tu fais pour le faire entrer dans l'équipe? Parce que quelqu'un m'a dit que Mitoma, apparemment à l'entraînement déjà avant, il était très très fort. Et maman, que tu lui as dit que j'ai un problème parce que l'équipe tourne.
Mais l'entraînement, il y a un joueur qui est tellement fort, mais je ne peux pas le faire rentrer. Donc, comment tu vas faire rentrer un joueur comme ça maintenant dans je pense que c'est essayer de garder la même gestion que j'ai depuis qu'on est en D1A, parce que l'équipe n'a pas fort changé en D1B. On a commencé avec un groupe et on a terminé quasiment avec le même groupe. Ici, effectivement, il y a des mouvances dans le groupe et je pense que l'important, c'est d'abord être cohérent et être respectueux par rapport à mon groupe et par rapport à ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Si je reprends l'exemple de Mitoma, Mitoma a dû attendre 1 mois et demi, je pense, ou 2 mois, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, certains 1 mois et demi avant de commencer un match, parce que l'équipe restait bien. Et donc, je continuerai de cette manière-là. J'ai aucun souci avec ça. Je pense que le coach a le droit d'avoir carte blanche au niveau des choix sportifs. Ils le savent très bien, tous les joueurs sont au courant. Ils le savent très bien. Après, si on ne presse pas, il y a ces joueurs-là qui sont là. Si j'estime que les nouveaux peuvent apporter un plus, ils joueront. Mais la première chose, c'est continuer à être respectueux par rapport au processus que le groupe présente depuis maintenant 1 an et demi. Et pour les 2 attaquants, c'est quoi le plus important? Parce que moi, je me rappelle quand j'avais Workout Run, je jouais avec Jelvosen. Et pour lui, le plus important, c'était la négative pressing. Est-ce que toi, si tu fais ça à tes attaquants, qui doivent vraiment mettre la pressing négative et aussi pour aller après en avant? Parce que les gens ne savent pas que quand tu joues avec 2 attaquants, tu perds quelque part une place. Donc, les attaquants doivent aussi mettre le pressing négatif. Est-ce que toi aussi tu travailles tous les jours négatif sur ça? Oui. Pour les gens qui ne connaissent pas le football comme moi, c'est quoi un pressing négatif? C'est qu'un des 2 attaquants ou les 2 doivent revenir mettre la pressing sur le milieu défensif. Okay. Comme ça, l'équipe adverse, ils ont difficile pour trouver des espaces. Parce que si tu ne le fais pas, comme tu es avec 2 attaquants, tu perds toujours une place au milieu de terrain. Et je pense que pour un coach, c'est important que tu as 2 attaquants qui veulent faire le travail pour mettre la pression négative. Mais supplémentaire, oui. Je vais pas tout dévoiler, bien évidemment, mais on a effectivement des moments bien précis par rapport au positionnement d'adversaire et par rapport où se trouve le ballon. On met 2 attaquants, la priorité, c'est d'aller faire du pressing haut. Je suppose qu'on l'a vu dans certains matchs. Donc ça, c'est la priorité, c'est essayer d'amener du pressing. Ça démarre de chez eux et tout le bloc doit suivre. Et ensuite, quand les moments dans un match certains moments dans un match, en fonction du bloc et en fonction d'où se trouve le ballon, ils doivent revenir évidemment travailler sur le 6. Et je pense que Denis et Dante le font quasiment à la perfection, soit d'aller se présenter en pressing, soit de venir se replacer dans le bloc. Et c'est de là que démarre... Peut-être la plus grande qualité de Dante Van Zer. On souligne souvent son apport but, passe, assist, mais dans le pressing, dans les appels... Je crois que c'est le grand en Belgique. Il est un peu comme Jelvosen avant, quand à Genk, lui, il mettait des buts, mais les gens, ils ont oublié de voir ce qu'il faisait défensivement. Et ça, maintenant, je pense que les gens, toujours, Undav, il marque beaucoup, Dante, il marque beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Ils font beaucoup plus que ça, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient. Et je pense que ça, c'est la qualité d'Union aussi. Question, Felice. Enfin, toi, tu disais qu'il y a un truc spécial autour de l'Union. Toi, tu y es quand même pour pas mal, vu que tu as accompagné cette équipe. Dans ta carrière, tu as connu quand même pas mal de doutes. Donc, tu as tout cartonné vraiment à Charleroi, 3 fois dans les playoffs 1. Tu as joué les tours préliminaires en Europe. Puis, tu as eu un échec à Genk, on peut se le dire. Puis, quand tu es descendu en D1B, tout le monde a crié, mais comment il peut faire, comment il ose aller en D1B? C'est un échec pour lui. Et là, tu arrives au sommet. Mais comment on se relève après des doutes comme ça? Comment on arrive à se remotiver? Alors, tout d'abord... Moi, je n'étais pas prédestiné, je vais dire, à ce métier-là, puisque avant d'arriver dans le milieu professionnel, je travaillais, entre guillemets, comme tout le monde, ou presque tout le monde. Et donc, le fait d'avoir atterri à Charleroi comme entraîneur professionnel, c'était déjà une grande victoire pour moi. Et donc, moi, je me suis nourri de ça constamment. Et finalement, cet échec de Genk, c'est quelque chose qui devait m'arriver à un moment donné, puisque je n'ai pas connu le milieu professionnel, je n'ai pas connu les vestiaires de joueurs professionnels. Et donc, je me suis construit par essai et par erreur constamment, sans expérience. Donc, c'était que du bonus, en fait. Donc, c'était que du bonus. Et quand est arrivé cet échec à Genk, j'ai fait tout simplement une grande analyse sur ma personne, en me disant, finalement, Felice, tu étais un simple prof de gym, et c'est un super métier, un prof de gym. Ça, je peux vous l'assurer. Pour tous ceux qui sont profs, etc., donc c'est certainement pas dans mon idée de dénigrer la fonction. C'est un super métier.
Mais j'étais prof de gym, j'ai eu la chance d'arriver dans le milieu professionnel. Refais une analyse sur toi-même. Et cette analyse m'a conduit au fait qu'à Genk, j'avais essayé de changer de personnalité parce que c'était un milieu que je ne connaissais pas spécialement, que j'avais envie de connaître. Et j'ai changé ma personnalité. Et je me suis dit, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu l'as toujours fait avec ta personnalité. C'est quoi ma personnalité? C'est envie de m'amuser, c'est envie d'être heureux, c'est envie de danser avec les joueurs, c'est envie de danser en face du public, et c'est envie d'être naturel et pas devoir me refermer sur moi-même et montrer une autre image parce que je suis à Genk qui est champion de Belgique. Et voilà, je me suis reconstruit. Tu t'es oublié, en fait, tu t'es oublié à Genk. Je me suis oublié. Ouais. Je me suis oublié, j'ai oublié mes valeurs, d'où je viens, qui étaient mes parents. Tu as voulu t'adapter aussi au club. Et j'ai voulu m'adapter aux principes du club, au fonctionnement du club, à la valeur financière du club. Ça, en fait. Et tout ça, ça m'a perdu. Et donc, cette période sans club, où je me suis reposé à la maison, m'a permis de retrouver ma vraie personnalité. Et j'ai finalement décidé aujourd'hui que quel que soit l'endroit où je suis, où je serai, je resterai comme je suis. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Là, c'est un peu une victoire de se relever comme ça. Parce qu'on parle de Jordan Lukaku, qui n'a plus joué depuis mai avec Anvers, là, qui est encore à la Lazio, qui va certainement aller en D2, en série B, dans la lanterne rouge italienne. Enfin, il a 27 ans. Comment on arrive à se relever comme ça après Moi, je pense que ma situation et la situation d'un joueur est totalement différente. Ma situation, quand on doit se reconstruire par rapport à un échec comme j'ai subi, elle est simplement mentale. Okay. C'est une reconstruction mentale où tu dois te recentrer, et savoir ce qui s'est passé. Parce que quand tu subis un échec, ce n'est pas qu'à cause des autres. Ou ce n'est pas à cause des autres. Quand tu subis un échec, tu dois savoir pourquoi tu l'as subi. Parce que ta personnalité et ce que tu fais, elle a toujours à avoir dans cet échec ou dans la réussite. C'est une certitude. Et donc, se reconcentrer sur les autres, tu ne trouveras jamais la solution. Je pense que la solution, tu ne peux la trouver que sur toi-même. Et donc, se reconstruire pour un joueur de foot, il y a le plan mental qui est très important, mais qui va lui permettre à revenir physiquement. Pour un entraîneur, je pense que la gestion mentale est la chose la plus importante. Pour un joueur, il y a la gestion physique, parce qu'il doit se reconstruire physiquement quand tu restes un certain temps sans jouer. Physiquement, tu perds du rythme, tu perds tes qualités, mais il n'y a que l'aspect mental qui va t'aider à pouvoir te reconstruire physiquement. Et donc, c'est un double jeu qui, pour moi, est encore plus difficile que celui de l'entraîneur. Mais est-ce que ta période à Genk, c'était vraiment un échec pour toi? Parce que pour moi, tu es arrivé au mauvais moment. Tu es arrivé au moment où ils ont vendu Samata, je pense. Pozuelo, Malinovski. Oui, c'est ça, tout le monde. Mais moi, j'ai pas. C'est gentil, et c'est gentil d'en parler. Moi, j'ai pas envie d'en parler parce que je veux pas manquer d'humilité et je veux rester très simple par rapport à toute cette analyse-là. Maintenant, si tu me poses la question, très objectivement, l'échec, c'est d'avoir été mis dehors. Quand un entraîneur est mis dehors, c'est qu'il y a un échec quelque part. En termes de travail, d'acquisition de points, de classement au moment où j'ai été mis dehors, je pense que ça correspondait à ce qui devait correspondre à ce moment-là, tout simplement. Voilà. Ouais, il y a un point que je trouve aussi dans la carrière de Felice et la carrière de plein de coachs, en fait, c'est très en fait, un joueur de foot, normalement, comme tu dis, je prends l'exemple de Jordan Lukaku, c'est Marvino Gojimi, il y a un nombre de clubs. Tu peux sortir de la Belgique, tu peux aller aux Pays-Bas, tu peux aller en voilà, c'est comme une offre qui est assez importante. Quand tu es coach et que tu as Felice Mazou, tu as une hype quand tu es à Charleroi. Cette hype, elle s'écroule du jour au lendemain parce que tu es à Genk et en quelques mois dans un club qui a complètement été chamboulé. Bon, tu ne fais pas les résultats escomptés, mais c'est un cadeau empoisonné, mais en même temps, tu es à sa place, tu es obligé de prendre ce poste-là. Obligé. C'est comme le Lucas Esner quand il signe au Standard. Pour moi, il doit y aller, même s'il est dans un club qui peut détruire sa carrière parce que le club va à volo. Et Felice, ce qui est impressionnant, c'est que quand il revient à l'Union, enfin, pas quand il revient à l'Union, mais quand il signe à l'Union, franchement, tout le monde s'en fout. Ouais. L'Union est en D1B et il faut se rendre compte qu'il n'y a pas la... il joue, c'est à pile ou face, c'est pas à pile ou face, mais c'est une situation très dangereuse parce que s'il se plante à l'Union, sa carrière est peut-être terminée. Et ça, l'objectif était d'être champion et de passer en D1A. C'était ça. C'était juste sa seule possibilité. J'avais qu'un contrat d'1 an avec comme seul objectif de monter. Exactement. Et donc, la D1B, tout le monde le sait, c'est extrêmement compliqué.
Avant, oui, maintenant, c'est devenu un peu moins que je pense que l'année passée. Ils étaient trop forts pour la D1B, mais ça reste compétitif. Surtout, en début de saison, tu as dû construire une équipe, c'était pas aussi facile. Je pense que toi, tu le vivais de façon stressante, clairement. Et s'il se loupe là, il est plus coach de l'année. Non, c'est fini. Je pense que je suis plus coach. Tout oui, voilà, c'est ça. Ça se joue à ça. Échec à Gang, échec à l'Union. Mais c'est terminé. Mais je redeviens prof de gym et j'ai plein de vacances. J'ai plein de vacances et je repars au ski. Un peu moins d'argent quand même. Un peu moins d'argent, ouais, c'est juste. Mais après Gang, ça suffit. Non, mais je pense que les gens ne savent pas Gang, il y a la pression aussi. Quand tu parles de Charleroi à Gang, les supporters, ça doit siffler très très vite là-bas. Surtout à la maison, quand tu ne gagnes pas. Et francophones aussi. Ils étaient champions l'année avant, ils marquaient tout le match 3-4 buts. Tout d'un coup, il y a un coach, ils ont toujours dit Felice Mazou, c'est un coach un peu défensif. Mais cette année, tu montres à tout le monde que vous pouvez parler de moi, mais je suis là. Et donc la conclusion de tout ça, coach défensif, coach francophone, D1B, c'est un gros pari. Il ne faut pas écouter tout ce qui se passe. C'est ça en fait. Voilà. Je pense et surtout, il faut à un moment donné te mettre dans ta bulle et savoir ce que tu veux. Tu as les couilles, excusez-moi l'expression, tu as les couilles de redescendre. On est en famille, t'inquiète. Ok, dans les étages inférieurs, tu te sens bien, tu as envie de redescendre, fais-le. Et prouve à tout le monde que finalement, tu n'es pas mort et tu travailles et tu vis ta passion et tu es là. Et à un moment donné, si ça doit se passer, tu reviendras. Et si ça ne doit pas se passer, c'est comme ça, c'est la vie. Et surtout pas enterrer les gens. Dans le foot, mais c'est ça, jamais, ça va tellement vite. Pire. Moi, je me rappelle Van Azebroek. Même situation. Van Azebroek, il est à Genk. Fiasco à Genk. Un peu comme Félicité. Enfin, j'aime pas le terme. Fiasco, le terme est peut-être trop fort. Mais en tout cas, il dégringole. Tout le monde dit Van Azebroek, on en a trop fait. Entraîneur has-been. Il se relance à Courtrai. Gand. Champion. Et là, c'est le meilleur. Champions League, et c'est le meilleur coach de Belgique, et c'est celui qui doit reprendre les rênes de l'équipe nationale. Et à l'inverse, tu as des entraîneurs qui ont une hype folle, style Bob Peters, Glenn de Boek. Tout à fait. Enfin, je sais pas, il faut se rappeler qu'à un moment, c'est les entraîneurs, ils vont signer Anderlecht, ils vont à Gand, nanana. C'est les coming men, comme on dit dans le foot. Et quelques années plus tard, ils sont plus rien, ou ils ont quasi disparu de la circulation. Donc le foot, c'est très. Enfin, dans le rôle de. Toi, tu as été joueur, tu as connu les montagnes russes. Aussi t'inquiète. T'as connu le très bas et le très haut. Voilà. Tu es passé quand même de Malaga à l'Albanie. Et ça, il faut le souligner. Mayor, pardon. Attention. Non, mais je pense que Van Azebroek, c'est un cas complètement différent que Felice, parce que Van Azebroek, c'est quelqu'un, il aime bien parler. Felice, on n'a jamais vu parler dans la presse. Il n'a jamais voulu montrer aux gens qui il est. Et Van Azebroek, lui, il aime bien parler. Mais Felice, c'était un personnage public aussi, parce que toi, tu étais plus basé côté néerlandophone, mais francophone, c'était un vrai personnage public. Ouais, c'est une célébrité. Quand il est à Charleroi, tout le monde en parle. Oui, bien sûr. Mais moi, je veux dire que Van Azebroek, c'est une grande gueule. Personnalité et sa grande gueule, c'est ça qui a un peu fonctionné contre lui. Et ça, Felice, il n'a pas eu parce qu'il n'a jamais eu des trucs comme Van Azebroek. Van Azebroek, déjà, il était très têtu, il n'écoute personne. Et ça a fonctionné, parce que finalement, son côté têtu, son côté grande gueule, ça a fonctionné à Gand, et ça refonctionne à Gand maintenant. Je veux dire, c'est son modèle, il ne va pas changer, justement, il n'a pas changé quand il est venu à Anderlecht, il s'est un peu adapté, mais il arrive dans une période compliquée, un peu comme Felice quand il est arrivé à Genk, c'est des clubs qui se reconstruisent. Et c'est très compliqué pour un coach qui doit garder sa ligne de conduite, et ça fonctionne. Alors il y a plein de joueurs qui détestent la méthode Van Azebroek, il y a plein de joueurs qui l'idolâtrent. Je pense que c'est des coachs qui ont une forme de ligne de conduite. Et je pense que coach, quand tu dégringoles, ça doit être. Je pense que la période qu'il a connue après Genk, ça doit être très très dur. Oui, c'est pas facile, mais comme on vient d'en parler, je pense que tu dois te reconcentrer. C'est dur, mais tu dois essayer de comprendre. Tu dois essayer de comprendre ce qui t'arrive. Te remettre en question, en fait. Te remettre en question constamment et pas rejeter la faute sur les autres. Parce que si tu rejettes la faute constamment sur les autres, tu es très malheureux. Bien sûr. Ouais. J'ai une question, un peu plus budget, argent. Il y a le président d'Anvers qui a réinjecté 21,6 millions dans le club, pour histoire qu'il n'y ait plus de dettes, plus rien, et qu'il puisse jouer un petit peu, c'est-à-dire avoir plus de transferts rentrants, etc. Est-ce que vous pensez que tous ces clubs qui ont beaucoup d'argent vont déséquilibrer la Pro League ? Quand on voit la situation, par exemple, du Standard. C'est pas la même. Voilà, mais c'est ça. Donc là, il commence à avoir quand même un déséquilibre entre certains clubs. On l'a vu, prends l'exemple du Standard et d'Anderlecht, c'est très simple. Tu as deux clubs qui sont dans des problèmes financiers énormes.
Nouvelle dette de 29 millions Anderlecht. Hein. Oui, ouais. sauf que Mark Cook, ici, Exactement, il a réinvesti. Donc, ça change énormément quand il y a des actionnaires qui ont énormément d'argent, comme à Anvers et comme à Anderlecht, ce que le Standard n'a pas. Bruno Venanzi n'est pas de la même catégorie financière que M. Geysens ou Mark Cook. Donc, c'est effectivement, oui, mais ça c'est de tout temps et ça existait déjà avant. Je veux dire, c'était des autres modes de fonctionnement. Alors, c'était pas des sociétés anonymes, c'était des ASBL. Ça m'a toujours fait beaucoup rigoler à l'époque, mais quand Constant Van den Stock mettait de l'argent, il mettait de l'argent. Donc ça, c'est pas nouveau. Alors, tu as des clubs qui fonctionnent très bien, comme Charleroi, qui arrivent à vendre, être en bénéfice, etc., un peu en bon père de famille. Et puis, tu as des clubs comme Anderlecht ou comme l'Antwerp qui se plantent, qui réinvestissent, qui, grâce à leurs propriétaires, peuvent se permettre de faire des échecs, de rater des transferts, etc. Mais ça, c'est au plus haut niveau. On regarde le FC Barcelone, c'est le meilleur exemple. Mais complètement. Moi, je suis hyper étonnée de tout l'argent que peut investir le Barça pour l'instant. Alors qu'ils ont des dettes. Mais monumentales. Je connais pas bien on les dit au fond du gouffre. Ah oui, bien sûr, et ils achètent Ferran Torres, quoi. Pour 50 millions, ils sont sur Haaland. Enfin, c'est des trucs où tu te dis comment c'est possible. Ils ont Laporta, ils ont sûrement des nouveaux actionnaires derrière, ils ont sûrement quelque chose. Enfin, c'est des clubs qui vont toujours générer de l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est des telles institutions qu'à un moment, j'imagine qu'ils vont trouver des soutiens financiers. Quand on est au Standard de Liège, c'est plus compliqué, surtout que financièrement, c'est très très compliqué. Préfaçons juste la 22e journée qui est ce week-end. Il y a un petit classico. Donc il y a Anderlecht Standard. Le Standard n'a plus gagné depuis 2019, avril 2019. Face à Anderlecht, c'est pas maintenant qu'ils vont gagner. Franchement, tout est surprenant dans le foot. Qui aurait cru que le Standard allait gagner à l'Antwerp après avoir perdu contre Charleroi dans ce match un peu épique pour des raisons extra-sportives. Franchement, non, sur papier, non. Surtout qu'Anderlecht, je trouve qu'ils sont dans une dynamique extrêmement intéressante. Je pense que tu peux le confirmer. Quand Anderlecht joue bien, ça joue très bien. Alors, effectivement, je pense que c'est l'équipe du moment. Anderlecht est revenu à un niveau... ils sont hyper plaisants à regarder. Hein. Voilà. Ils sont au niveau dans lequel ils veulent être, tout simplement pour jouer le top du championnat. Et donc... Est-ce que c'est un concurrent au titre ? C'est une équipe qui va jouer le titre. Ouais, moi, je n'ai pas envie de parler de concurrents. Je ne suis pas fait piéger. Je ne suis pas fait piéger. On lui fait pas. C'est une équipe qui va jouer le titre, c'est une certitude parce que elle a enfin mis un plan de jeu, même si c'est tout à fait différent de ce qui avait été mis en place au début de l'ère compagnie, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau du système. En tout cas, il y a maintenant une philosophie et on voit que les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Et donc, c'est une équipe qui fonctionne super bien. Après, comme on vient de dire, c'est difficile de prédire un résultat parce que c'est une division où tout peut arriver, c'est une série où tout peut arriver. Mais c'est vrai qu'Anderlecht aujourd'hui est un gros candidat au titre. Envers Charleroi, ça va être aussi un beau match, surtout que le match aller c'était 1-1. Charleroi, à l'inverse, ils sont déforcés. Hein. C'est ça. La perte de Nicholson. Ça va être c'est leur meilleur buteur. Je pense que Marvin ne peut pas en parler. Franchement, moi, je trouvais que c'était un des meilleurs attaquants du championnat, clairement. Oui, je pense avec Undaf et Nicholson, c'est les meilleurs attaquants du championnat pour commencer. Mais Nicholson, ça fait déjà depuis l'année passée qu'il était quand même assez important pour l'équipe là. Donc, remplacer un numéro 9 qui marque beaucoup de buts, c'est toujours dur de faire. Surtout en hiver, tu sais, comme coach, pour remplacer quelqu'un qui est important comme ça, en hiver, c'est quasiment impossible. Mais jusqu'à maintenant, Charleroi, ils ont toujours bien travaillé, donc je ne me doute pas. Mais à Anvers, ils ont envie d'être là dans le top 4. Le président, il vient de investir 21,5 millions d'euros. C'est beaucoup. Donc, si après, à la maison contre Charleroi, tu n'arrives pas à gagner, je ne vois pas pourquoi il doit faire ça. Il y a un match des deux promus. Union Serein, on se souvient du match aller 4-2 où vous étiez mené 2-0. Comment vous appréhendez ce match ? On n'a pas envie de l'appréhender, on a envie simplement de jouer notre jeu et d'essayer de le gagner. Maintenant, on sait que, c'est une phrase bateau, mais on sait que ça va être un match difficile parce que Serein joue son maintien. Ouais. Serein a un nouvel entraîneur. Alors, est-ce qu'il va changer quelque chose dans le dispositif, dans l'animation, dans les profils des joueurs sur le terrain ? Donc là, c'est une petite inconnue. Un terrain difficile à cette période de l'année, c'est un terrain qui descend, qui est très meuble,
et que donc gel, pas gel, pluie, on sait qu'on va aller dans des conditions très difficiles, à un moment difficile pour jouer cette équipe-là, avec une équipe qui aura certainement à cœur de gagner, puisque c'est la 6e fois qu'on les rencontre maintenant en 2 ans. Et donc, oui, match difficile à nous de se sortir de ce pré-train. Il y a Gand-Courtrai, j'étais voir le match aller, donc c'était 1-0, Courtrai s'était imposé. Et à l'époque, Gand était 16e et Courtrai 6e. Et maintenant, il y a Gand qui est complètement remonté. Là, on est sur une autre dynamique totale pour Gand. Qui fait un... Moi, en termes d'individualité, pour moi, Gand, c'est le top en Belgique. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Franchement. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas Tissoudali qui est... Bon, Et Nga2. Et Nga2, exactement, qui est extrêmement impressionnant derrière. Ouais, bon, à l'époque, ils jouaient la Coupe d'Europe. Et donc, ils ont pris plein de points en Coupe d'Europe. Ils les ont perdus en championnat. Maintenant, ça se rééquilibre. Et on voit le vrai Gand qui est à hauteur de... Il y a toujours l'inconnu Vadis. Pour moi, ça, c'est l'élément déterminant. Quand Vadis est là, tout à fait. ça, c'est une équipe, pour moi, du top 3. Quand il n'est pas là, c'est peut-être un peu en dessous. Mais bon, voilà. Mais sinon, ils ont tous les joueurs qu'il faut pour... Je suis d'accord à 100%. Mais il n'y a pas Nga2, il n'y a pas Tissoudali, après il n'y a pas Odija. C'est 3 monuments dans ce club-là qui, quand ils sont là, c'est plus facile. Et quand ils ne sont pas là, ça devient un peu plus dur. Mais je pense que Gantoise, ils ont bien renforcé avec Dessart, Ushager. Donc ils ont assez de qualité derrière. Dessart qui est extrêmement impressionnant pour moi. Voilà, reste à voir que si Van den Broek, ils peuvent... Parce que là, en ce moment, Van den Broek, ce qu'il a fait depuis le début de l'année, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est impressionnant. Parce qu'au début, comme tu dis, il était quasiment dernier. Et maintenant, calmement, on parlait de licenciement en ce moment. Oui, c'est ça. Ouais. Donc maintenant, on va voir ce qu'il peut faire. Mais je pense qu'Antoine, ils ne vont pas être loin du top 4 s'ils continuent comme ça. Moi, j'ai l'impression que moi, je m'avance un peu. Pour moi, ils vont être dans le top 4. Moi, c'est... Donc, vous imaginez un peu la Gantoise, Anvers, Anderlecht, Bruges. N'oublie pas Genk. Moi, je mets l'Union. Genk. Comment on va se positionner? Non, allez, Genk, c'est trop loin. Charleroi. C'est quoi votre top 4? Moi, c'est Union, Bruges, Anderlecht, Gand. Ouais, moi, c'est et exactement Antwerp le même. saute pour moi. Ouais. Non, moi je pense que c'est Union. Toi, tu mets Anvers dedans? Non, je mets... Attends. Union, Bruges, Anvers et Genk. Tu mets pas Anderlecht? Tu mets pas Anderlecht? Ah ouais? Non. Oh, c'est intéressant. Il n'a pas toujours raison. Non, mais mais c'est bien, c'est pour ça qu'on est là. Ils n'ont pas un numéro 9 devant. À un moment ça va payer. Ils marquent grâce à d'autres joueurs aussi. Ok. Ils ont tout le monde marque maintenant. Tout le monde marque, oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours, à la fin, toujours besoin d'un bon gardien, un bon numéro 9 pour arriver là dans notre top 4. Reste à voir maintenant. Tu trouves que Zirkzee, c'est pas un bon attaquant? Moi, Zirkzee, pour moi, c'est pas un bon attaquant. Potentiellement, ils ont 3 attaquants. C'est un des meilleurs joueurs dans le championnat. Quelle équipe a Kwame, Zirkzee et Raman dans le championnat qui a autant de potentiel devant? Oui, potentiel, oui. Non, mais franchement, là, ils sont en train de confirmer. Alors chacun, ils vont pas terminer avec le meilleur buteur, mais ils vont avoir plusieurs joueurs à plus de 10 buts. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant pour une équipe. Je pense que Felice préférerait avoir 5 joueurs à plus de 10 buts qu'un attaquant à 30 buts. Parce que tu es déterminant d'un seul joueur, ça c'est extrêmement dangereux. C'est ce que le Standard a connu à l'époque avec Michi, je me rappelle, où il marchait sur l'eau, il arrivait en play-off. Et là, il a pu marquer parce qu'il voulait être meilleur buteur et l'équipe s'est écroulée. Quand tu es déterminant vraiment, quand tu es dépendant d'un attaquant, c'est très compliqué. Tu penses? Et Onuachu l'année passée? Regarde Ogunjimi Vossen. L'année passée, Genk avec Onuachu. C'est Onuachu, il a mis 35 buts, il était premier. Oui. Et regarde cette année, Onuachu qui n'est pas là. Mais il a quand même mis 10 buts ou 11 buts. Hein. C'est quand même pas le même. Parce que les gens parlent d'Onuachu comme on dirait qu'il n'a pas marqué, mais il a mis 11 buts. Je ne sais pas combien il a de buts, mais ça, il faut me 11 ou 12 buts. Et là, il est blessé, donc je pense s'il va revenir, je pense Genk, ils ne vont pas être loin du top 4. Après, on verra bien maintenant comment ça va se passer. Ouais. Bon, quittons la Belgique pour l'Espagne. Et Karim Karim Benzema, qui a passé Karim, le bon vieux Karim, qui a passé la barre des 300 buts avec le Real Madrid. Il est arrivé en 2009. Comment on explique cette longévité avec un joueur pareil? C'est incroyable, parce qu'il a réussi quand même à se réinventer. Cristiano Ronaldo est parti, c'est un autre Karim Benzema. Alors, cette longévité, moi tout d'abord, le premier point auquel je pense, c'est que c'est dû à son profil. En enlevant le caractère professionnel, préparation physique, etc.
Son profil lui permet de jouer avec des profils totalement différents dans une équipe. Karim est un joueur qui sait aller dans la profondeur, qui sait garder un ballon, qui est intelligent, qui est bon dans le rectangle. Tu as des profils d'attaquants qui n'ont que la vitesse, par exemple. Tu as des profils d'attaquants qui n'ont que la déviation du jeu de tête. Lui, c'est un profil où il sait tout faire. Et à partir du moment où tu sais tout faire et que tu t'entretiens bien, que tu es professionnel, tu dures dans la longueur du temps parce que tu n'as pas de blessure, parce que tu t'adaptes aux nouveaux coéquipiers, tu t'adaptes au système de jeu. Tu as raison, il est très rarement blessé, hein, Karim. C'est hyper rare. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. Karim Benzema. Oh bon, allez. Ah, tu peux le dire, c'est ton pote. Hein. C'est un peu mon pote. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est un profil de joueur qui permet de perdurer, d'autant plus qu'il ne se blesse jamais. Surtout que c'est lui qui est en train de porter le Real Madrid depuis, moins cette saison, mais la saison passée, c'est lui qui a porté le Real Madrid. Là maintenant, il y a Vinicius qui est... qu'on puisse dire. C'est un truc de fou, c'est phénoménal. Ouais, depuis que Ronaldo est parti, les gens commencent vraiment à le respecter. Mais déjà avant, je pense que ce n'est pas pour rien qu'à chaque année, Real, ils achètent un nouveau attaquant pour remplacer Benzema, mais à chaque fois il joue avec Ronaldo. Ronaldo, il sait les qualités il connaît les qualités de Benzema. Mais c'est le duo le plus prolifique. Hein. Benzema et Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, c'est le duo le plus prolifique avec toutes les passes décisives, les buts ensemble. C'était hallucinant. Il jouait pour Ronaldo. Tout à fait. Et ça, je pense que ça, les gens, ils n'ont pas vu. Donc, il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ça en plus. Oui, et donc pour moi, maintenant, il montre que pourquoi, pour moi, c'est le meilleur attaquant du monde. Je ne sais pas, comme coach, tu préfères Lewandowski, Benzema ou Haaland, si tu es un coach? Si je peux avoir les trois. Je ne dis pas non. Alors je veux bien parler de titre. Non, mais c'est trois styles différents, donc, mais tous les trois sont importants pour une équipe. Ouais. Mais pour moi, Benzema, si moi je suis un coach, je préfère d'avoir Benzema parce que je sais qu'il peut faire des passes D, où il peut marquer, où il peut porter l'équipe. Et c'est une qualité très très rare. Mais toujours un peu snobé là par tous les trophées. Là, il y a le trophée de best qui va être rendu là, le 17 janvier. Il n'est même pas dans les trois finalistes. Donc c'est Messi, Lewandowski et Mohamed Salah. Non, mais là, c'est bon, c'est truc de... Mais c'est trophée, là, il y a un moment, il faut... C'est n'importe quoi, on est d'accord. Messi, c'est n'importe quoi. Enfin, oui. Enfin, pour le coup. Il y a... Ouais, non, Benzema, c'est un joueur exceptionnel. Et comme tu dis, ce qui est intéressant avec des joueurs pareils, c'est qu'ils ont... Maintenant, il est revenu... Il a porté le Real parce qu'il était un peu tout seul. C'était un peu la seule pas grande star, parce qu'il y a Modric, Kroos et tout ça, mais devant, en tout cas, c'est lui qui devait porter l'équipe. Maintenant, il y a Vinicius qui est énorme, et donc là, ils sont deux pour porter le Real. Et une Liga qui est un peu moins forte, on va dire. Clairement. Mais c'est un type qui sait se mettre au service du collectif. Et ça, il le savait très bien à l'époque de Cristiano, mais même en équipe de France maintenant, il n'aura aucun problème. Et on l'a vu il a laissé tirer de pénalty Mbappé, ce genre de choses. Il va se mettre de côté s'il sait que c'est pour le bien de l'équipe. Et je crois qu'il n'a aucun problème à se dire Mbappé, c'est la future grande star de l'équipe de France. Eh ben moi, je vais me mettre au service du collectif. Alors, ça reste Benzema. Et de toute façon, Mbappé a un respect ultime pour Karim. Mais non, c'est franchement, qui ne peut pas aimer Benzema? Et puis, à mon avis, à cet âge-là, il a 33, 34. Il a 34. 34. Impossible de ne pas avoir une hygiène de vie irréprochable. Je pense juste qu'il a eu un peu de problème créé autour de lui. Comme toujours, il y a toujours extra foot, comme maintenant on parle toujours de Noah Lang, c'est toujours extra foot, alors que pour un joueur de foot, il faut pour moi regarder sur le terrain. Au dehors du terrain, personne n'est parfait, toujours peut faire des erreurs. Et je pense que Benzema, le problème c'était toujours un peu autour de lui. Il y a toujours des histoires. Et encore, c'est juste en Belgique et en France, parce qu'en Espagne, il est hyper apprécié, Karim Benzema. Je veux dire, il y a très peu d'extra foot justement là-bas. C'est beaucoup en France, en Belgique, on parle du comportement ou de tout ce qu'il a fait à côté, mais en Espagne, il est hyper apprécié. Hein. C'est comme aujourd'hui, j'ai lu un truc dans la presse, j'ai lu quelqu'un dit si Noah Lang ne gagne pas le Soulier d'or, c'est pas son caractère, c'est pour son caractère. Oui, c'est ça. Alors je comprends pas. Soulier d'or, c'est pour les meilleurs joueurs sur le terrain. Tout à fait. Et quelqu'un dit, s'il ne gagne pas, c'est pour son caractère. Et ça, après, tu connais le milieu du foot, quoi. Ça, tu juges une personnalité aussi. Quand Raja Nainggolan dit, je sais pas l'encadrer, dans d'autres mots, mais oui, c'est ça. Parce qu'il en fait trop, parce qu'il est insupportable. Moi, franchement, Noah Lang, c'est pour moi, techniquement, c'est un mec qui pue le foot. Vraiment, il pue le foot. C'est vraiment le mec qui comprend tout dans le foot. Comme ça, c'est instinctif. C'est la race un peu des génies, comme ça, au niveau belge. Mais par contre, c'est vrai qu'il est insupportable. Je veux dire, quand tu le vois sur le terrain, même avec les arbitres, avec ses équipiers, avec les adversaires, c'est pas possible, quoi.
Parce qu'en termes, et ça tu as raison, hein, les souliers d'or pour des joueurs, ça se juge que sur le terrain, mais en termes de ce qu'ils représentent pour d'autres générations, est-ce que tu dois tenir compte aussi de l'attitude, pour l'exemple, de l'attitude de dire ça a été le meilleur joueur de Belgique ou d'Europe, en sachant que l'attitude n'est pas parfaite en termes d'exemple. Est-ce que c'est juste une question que je pose. Est-ce qu'on doit tenir compte on tient toujours compte de ça. En plus, c'est des journalistes. Alors tu dis que c'est uniquement sportif, mais pour le savoir un peu, c'est pas uniquement sportif parce que tu as déjà beaucoup de joueurs qui sont proches des journalistes, qui sont dans des clubs qui sont soutenus par l'organisateur du Soulier d'Or, etc. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de choses. Felice, pourquoi c'est pour ses résultats sportifs. Pourquoi il est élu coach de l'année? C'est aussi parce que c'est quelqu'un de très sympa. Si c'était quelqu'un de renfermé, enfin, je veux dire, c'est pas ça, non, mais au-delà de, et franchement, ça joue, mais dans tout milieu. Il n'y a pas uniquement qu'au foot, mais ça, une personnalité. Toi, tu avais une personnalité, par exemple, de râleur. Non, mais t'es pas un type médiatique maintenant. C'est tout l'inverse. Non, mais t'étais pas du tout un type. Moi, je te connaissais pas, mais t'étais pas. Tu donnais pas l'impression d'être un type extravagant ou souriant, etc. En tout cas, médiatiquement. Et je suis sûr que ça joue. Ça a pu te causer des préjudices dans ta carrière. Oui, mais encore pour moi, vraiment, Soulier d'Or, c'est juste le meilleur joueur sur le terrain pour moi. Mais après, les autres trucs, il doit être exemple. Oui, quand il fait les trucs, quand il fait comme ça, c'est pas un exemple pour les enfants. Ouais. Parce que moi, mon fils, quand il fait ça, je vais dire arrête avec ça. Mais quand je vois sur le terrain, pour moi, c'est le meilleur joueur de terrain. Moi, je ne peux pas comprendre qu'ils disent que dès qu'il est là, lui, il peut jouer parce que c'est le beau-fils idéal. Et Noah Lang, non. Non, mais c'est une question d'image. Alors ça, c'est plus foot. Oui, mais alors on parle de foot, non? Mais c'est un truc. Regarde, même les critères du Ballon d'Or, c'est aussi l'extra-foot, c'est la carrière et c'est le fair-play des joueurs et leur comportement. Ça fait partie des critères d'un joueur de foot. Tu veux un tout. Après que tu apprécies un joueur comme ça c'est normal, tu vois. Mais c'est un tout, ça reste un exemple. Benzema, même s'il était très fort, tu vas pas lui donner le titre à l'époque de la sextape. Exactement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que quand tu as un procès pareil sur le dos, même si... Mais quel message tu envoies, tu vois, si tu valorises ça, le message que tu envoies, c'est pas OK, tu vois. Alors moi, j'ai une question pour un coach. Si tu as un joueur comme Lang dans l'équipe, qu'est-ce que tu fais avec un joueur comme ça? Parce que je pense que Clément, il a bien géré. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec lui. Des fois, même pour lui, c'était un peu trop. Mais quand un joueur comme ça, moi, je me rappelle, Kevin De Bruyne avant un gang, c'était pas le plus facile. Mais Verkouteren, il a tellement bien géré que... Je pense que c'est le type de joueur. Et j'en ai un, mais je ne vais pas citer son nom, j'en ai un qui est comme ça. Qui est moins extravagant face aux caméras, mais qui a ce profil-là. Je pense que ce sont le style de joueur, il faut être très proche, il faut leur montrer beaucoup de confiance, il faut leur parler beaucoup, il faut être très proche, essayer de les gérer dans un mode individuel plus que dans un mode collectif et ne pas toujours prendre les mêmes décisions que tu prends avec le reste des joueurs, tout en sachant que le groupe est au courant, tout en sachant que le groupe est conscient et qu'il doit nous rapporter des points sur le terrain. À partir de ce moment-là, le groupe l'accepte. Productif. Voilà. Ouais, mais dès que ça va un peu moins bien, voilà. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué dans la gestion. Et pourquoi un club comme l'Ajax se sépare de Noah Lang? Il faut se poser la question. S'il y a bien un club qui connaît le football, c'est l'Ajax Amsterdam. Donc c'est pas la première fois qu'ils ont des caractériels. Ils ont connu plein de fortes têtes et ils se séparent. Bon, Bruges a payé, mais c'était un de leurs grands espoirs. Pourquoi ils se séparent de ça? Peut-être parce qu'ils disent que le mec... franchement, quand tu regardes son passé et tu regardes son passif plutôt, c'est compliqué, quoi. C'est un type qui, c'est pas une nouveauté, c'est pas une première. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué dans un vestiaire quand tu as ce style de joueur où tu sais que tu as une ligne de conduite pour tout le groupe et que peut-être tu peux permettre un écart ou l'autre pour lui, tout en sachant que le groupe en est conscient, que le groupe en est d'accord, parce qu'il est productif. C'est là où la communication est hyper importante. Voilà, c'est difficile. Regarde des gars comme Arnautovic, énorme joueur aussi qui pue le foot, etc. Ça va pour un certain type de niveau quand il est la star, mets-le dans un grand club, mais il disparaît complètement. Bayern de Munich, Noah Lang, mais il se tait, il n'a rien à dire. Dans tous les grands clubs, tous les grands clubs, il est obligé de se taire. Alors tu as des fortes personnalités, tu as des Ribéry, des Robben, c'était des fortes personnalités. Enfin, il n'y a que ça dans des grands clubs, mais pas des types comme ça qui commencent à insulter, aller sur ses équipiers. Enfin, tu vois, il y a un côté. Je connais pas le bonhomme, je l'ai jamais rencontré, mais
Tu n'as pas envie de jouer avec lui, en tout cas. Enfin, oui, il va te faire gagner des matchs. Ben, je pense que c'est pour ça l'importance d'un coach est très importante pour des joueurs comme ça. Parce que des joueurs comme ça, comme Felice vient de dire, ils ont besoin de la confiance d'un coach et ils savent d'où ils peuvent aller. Je pense que Lang, avec Clément, ils savaient d'où ils pouvaient aller. Juste pendant le match, des fois, ils perdaient le nord et ils faisaient un peu n'importe quoi. Mais c'est ça le plus dur, que tu sais que les joueurs comme ça, ils peuvent te faire gagner des matchs. Donc, pour un coach, c'est comme il vient de dire, quand tu es productif, il n'y a pas de problème. Et quand l'équipe accepte, entre guillemets, c'est un peu plus facile, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là qu'est l'importance d'un coach, comment gérer un joueur comme ça qui est vite fou. On va se faire mal un peu là. Hazard, c'est 3 petits matchs et puis s'en va. Il a joué 300 minutes en 17 jours et là sur le banc, il n'est même pas rentré. L'avenir est sombre. Je laisse Thomas parler de son joueur préféré. Mon joueur préféré, ça c'est vrai. Et beaucoup de personnes, je pense. Et j'ai regardé tous les matchs du Real quand Hazard a joué. Où il a fait une passe décisive. Ouais. Bon, pour le coup, ça je l'ai pas vu ce match-là, mais j'ai regardé contre Bilbao, par exemple, je l'avais trouvé intéressant. Ce sera sûrement plus jamais le Eden qu'on a connu en 2018 ou voire la saison d'après ou les années précédentes, en 2015, 2017 quand il trône sur la Première Ligue. Mais il doit partir, tu penses? Parce que là c'est avec Vini qui est Vinicius. Oui, mais après il y a encore c'est tous tes potes à Madrid. C'est tous tes potes. Donc Eden, Vini. Non mais ouais, c'est compliqué parce que c'est une situation. Mais moi en tout cas, autant je l'avais retrouvé très pâteau, très fatigué il y a 6 mois, 1 an. Là, ici il y avait du mieux, quoi. Mais il y a plus fort que lui. Mais il y a plus fort que lui, oui, sauf qu'il a un rôle très différent. Moi, ce que les gens ne se rendent pas compte avec Eden, peut-être, enfin, j'imagine quand Ancelotti se rend compte, mais Carlo. Carlito. J'imagine qu'il s'en rend compte, c'est que c'est au-delà. Nous, on a tous l'image des Nazars, il prend la balle, il va dribbler, il va provoquer, mais il a une vision de jeu exceptionnelle. Il sait garder la balle comme personne au monde, je pense. Je crois que lui, il est au-dessus des autres pour garder un ballon et obtenir une faute. Ouais, mais il y a match. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Donc c'est le système de jeu qui ne lui convient pas? Non, c'est peut-être parce que effectivement, Vinicius est au-dessus et que de toute façon, vous avez vu le nombre de joueurs qui est au Real de Madrid. Ouais, non, ils sont tous des joueurs qui ne sont pas à la hauteur, mais un mec comme Asensio, c'était pas des pieds cassés, quoi. Donc c'était des joueurs qui pouvaient prétendre à être titulaires et il y en a beaucoup comme ça. Effectivement, pas facile de se faire sa place. Ce que j'aime pas, c'est le discours d'Ancelotti qui dit je suis très content d'Eden, il revient à son maximum et puis 2 jours après il les calcule même pas. Enfin, ça, alors peut-être qu'il s'est rendu compte de quelque chose à l'entraînement, peut-être qu'il a une petite gêne quelque part et il le dit pas, c'est plein de raisons, mais en tout cas l'Eden que j'ai vu en fin d'année, c'est extrêmement intéressant même pour les Diables, quoi. Ouais. Et pour un autre club s'il doit partir, mais moi de toute façon ici c'est vrai que pour nous c'est des positifs. Si j'étais lui, je resterais jusqu'à la fin de la saison, ça sert à rien de partir au début d'année dans une équipe. Donc, et je pense qu'il va avoir encore du temps de jeu parce qu'il est en tout cas, ce qu'il nous a montré en décembre, c'est intéressant. Moi, je pense juste qu'il a besoin d'un coach qui le remet en confiance parce que je pense que lui, c'est la confiance qui lui manque. Parce que maintenant, je le vois faire des trucs. Moi, Eden en confiance, il ne fait pas certaines choses. Il prend la balle, il dribble, il fixe, il frappe. Et en ce moment, c'est plus le cas. Donc, je pense en ce moment. Il le tente, mais il ne sait plus le faire aussi facilement. Contre Getafe, non pas contre Getafe, contre Getafe, il était bon, mais contre malheureusement ils perdent quand ils sont titulaires de la classe. C'est plus contre quelle équipe. Mais c'est contre Getafe qu'ils ont perdu. Oui, non, là ils font un 0-0. Le problème c'est que quand Eden était là, les résultats n'étaient pas terribles. Mais c'est ça, mais ça prend du temps. Il ne faut pas croire que ça vient direct. Moi, je pense que vraiment il a besoin d'une bonne préparation. Maintenant en juin, juillet, et après un bon coach qui lui remet en confiance, peut-être Felice, tu peux essayer. Tu peux venir à l'Union. Il peut venir à l'Union. Il aura du temps de jeu. Tu appelles Brighton, après Brighton, il peut l'envoyer. Est-ce qu'il aura sa place? Est-ce qu'il sera titulaire avec Mitoma? Non, mais franchement, je pense que Marvin a soulevé les 2 points les plus importants. C'est d'abord la confiance, ce qu'il a moins aujourd'hui certainement. Mais il a traversé, ça fait 2 ans qu'il traverse des périodes difficiles. Où il est blessé, lui qui n'était jamais blessé. Et donc, quand tu es blessé, que tu reviens, que tu es blessé, que tu reviens, que tu es blessé, que tu reviens, tu ne sais pas performer. C'est impossible. Et d'autant plus qu'il est dans un des plus grands clubs du monde et qu'il y a de la concurrence, il y a que des grands joueurs et que donc l'entraîneur ne peut pas à un moment donné lui faire confiance s'il estime que physiquement, il n'est pas prêt. Je pense que, pour moi, Eden est toujours le même joueur. C'est un super joueur, un des meilleurs au monde. Mais il doit retrouver une préparation, comme Marvin vient de dire, pour pouvoir se préparer, être prêt physiquement pour une saison.
Parce que là, c'est des à-coups. Il est blessé à la cheville, il revient, il se reblesse, il a mal à gauche, il a mal à droite. Il ne peut pas être performant comme ça. Il n'a pas perdu, pour moi, il n'a pas perdu ses qualités. Non. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais il a besoin de refaire une préparation et de se relancer avec de la confiance et avoir du temps de jeu, et jouer, et réacquérir du rythme. Quittons un Belge pour un autre, Lukaku, donc, en Angleterre. On avait fait tout un pataquès avec sa déclaration. Titularisé en FA Cup, où il marque. Certes, c'est contre une équipe de 5e division. Chesterfield, il faut respecter. Oui, ok, mais bon, peut-être Chelsea... Pour des raisons personnelles. Mais voilà, c'est un fait, ça reste quand même Chelsea face à une équipe de 5e division. Est-ce qu'on a fait tout un pataquès pour rien au final? C'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Non, moi je trouve que c'est... Très honnêtement, moi je trouve que c'est des... Enfin, peut-être pas revenir là-dessus en long et en large, mais c'est pas un pataquès, non. Je pense que demain, même à l'Union Saint-Gilloise, qui n'a pas la même écho médiatique que Chelsea, s'il y a une déclaration de son meilleur attaquant, on va dire Van Der, et qui dit j'aime pas le système, j'ai du problème avec le coach, etc. Je crois pas qu'il va être content, et je pense qu'il va y avoir une sanction. C'est combien? C'est 500 000? Ce genre de déclaration, c'est totalement absurde. C'est hyper absurde. Enfin, moi... Alors, il y en a qui vont dire, ouais, enfin, il y a des joueurs qui disent quelque chose, etc. Alors, je sais, moi, le premier, Romelu, quand j'allais l'interviewer, c'était les meilleures interviews parce qu'il racontait beaucoup de choses. Mais il comprend le football, il est intelligent. Mais ça, c'est un manque d'intelligence pour moi d'aller dire ces choses-là. Alors, son entourage me demande s'ils ont relu cette interview, mais jamais de la vie, ce genre d'interview doit sortir. C'était quand même au courant que ça allait sortir et ça sort juste en plus, avant. Le timing n'était pas ouf. Ça sortait en Italie, enfin, on savait que ça allait être une bombe, quoi. Alors, à mon avis, il a voulu la provoquer, donc ça c'est intentionnel, mais moi je trouve ça encore pire si c'est intentionnel. Si c'est une erreur de sa part, ça je peux pas croire à un tel niveau, et c'est pas sa première interview, il a pas 18 ans, mais si c'est pas une erreur de sa part et que c'est intentionnel, pour moi c'est une faute grave. Hein, je veux dire, alors évidemment tout s'arrange en football, il y a sûrement une discussion, et c'est sûrement excusé. Vous avez vu la vidéo d'excuses, sa tête, moi je trouve qu'il y a un manque de sincérité. Il est un peu comme ça, il est un peu. Ouais, et puis c'est un manque de sincérité, c'est pas le Romelu. Ah non, c'est. Mais il aime bien. Il y a un prompteur. Enfin, toi, vraiment, c'est un peu comme l'année passée, Lam Kelze, il a fait pareil à Anvers, je pense. Mais tu compares Lam Kelze et Romelu, tu vois. Non, mais je veux dire, à un moment, le club, il va dire, écoute, maintenant, il faut t'excuser. Et je ne sais pas si Romelu, il voulait l'excuser parce que lui, c'est quelqu'un, quand il parle du cœur. Et lui, ce qu'il veut dire, c'est la vérité. Après, je ne pense pas qu'il voulait dire qu'il n'aime pas les coachs parce que, voilà, mais en ce moment-là, il ne jouait pas, il était blessé. Après, l'équipe tournait, il revenait, il était sur la banc, il ne jouait pas. Donc, après, Romelu, il vient de rentrer arriver d'Inter. Le grand nom, il a marqué beaucoup de buts. Ouais, malheureusement pour lui, c'est un peu délicat. Je pense qu'en même temps, voilà, sans prendre sa défense ou bien enfoncer qui que ce soit, c'est pas mon rôle. D'abord, une déclaration comme celle-là, pour un entraîneur, c'est très dur à pouvoir accepter de la part d'un de ses joueurs, si ce n'est qu'on peut en parler en privé, mais même pas publiquement. Mais je pense que le gros point qui lui a fait mal, c'est que il a été transféré pour jouer dans un certain système de jeu qui lui correspond. Et ce système de jeu a été changé, si je ne me trompe. Tout à fait. Et donc, à partir de là... parce que Tuchel fait des essais et se rend compte que ça fonctionne mieux. Voilà. Oui, mais... Ce qui est normal si aussi. Tu te mets à la place du joueur... tu lui dis, exemple, j'appelle Van Der et je lui dis, écoute, on joue avec 2 attaquants la saison prochaine, je veux que tu restes. Et après 4 semaines, je ne joue plus qu'avec un attaquant. Après, difficile. Un système de jeu n'est pas figé non plus dans le temps. Tu vois, ça peut évoluer en fonction. Non, bien sûr, il n'est pas figé, mais Lukaku, c'est un profil bien spécifique, ou peut-être qu'il sera moins performant dans un autre système, que sa carrière sera dépendante dans un autre système aussi. Donc, voilà, je pense que l'idée de base, elle était là. Maintenant, la manière dont il s'est exprimé, peut-être que ce n'était pas la meilleure. On puisse dire. On va voir s'il sera titulaire face à City, d'ailleurs, le week-end prochain. Zidane au PSG, fantasme ou réalité? J'ai aucune info là-dessus, bien sûr, mais par contre, ça me paraît cohérent, en tout cas. Dans ce que le PSG est en train de construire, construit depuis des années, c'est clairement le coach pour coacher la kyrielle de stars. Alors, est-ce que c'est la bonne idée? Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que tous les coachs qui sont passés par le PSG, Tuchel, c'est le meilleur exemple. Il a réussi comme personne. Tout à fait. Même Unai Emery aussi. Voilà, Unai Emery, c'est ce que j'allais te dire. Donc, je ne sais pas si c'est les plus grands noms qui doivent porter le PSG, le projet Paris SG, mais
Paris. Tu Tu l'as lâché. Je sais pas pourquoi j'y Paris. Mais ouais, je sais. En vrai, j'en sais rien, mais ça me paraît cohérent. En tout cas, ça me paraît pas du fantasme. Ouais, tout à fait possible. Moi, j'avoue, j'ai quand même du mal à y croire. Ce côté marseillais au-delà de ça, mais surtout parce que je pense qu'il attend la France. Ouais. Enfin, Ouais. moi, j'ai l'impression, Oui, moi, j'ai vraiment l'impression ouais. qu'il attend la France. Je vois pas pourquoi il irait, en plus, potentiellement, se louper au PSG, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de coacher le PSG. On voit tous les coacher le coachs, Real, c'est compliqué. Il l'a fait, donc. Mais il avait une histoire avec le Real. C'est un Français, je pense que s'il va PSG, je pense qu'il a tout à perdre. Et n'oublie pas qu'il Moi, a je fait la pense- Castilla et tout ça. Moi, au avec Real la Madrid. France, c'est moins. Bien sûr. Mais avec PSG, je pense qu'il a tout à perdre. Moi, je suis d'accord avec Marvin. Hein. Et je pense que ça, c'est le. Oui, mais à un moment- Parce qu'en France, maintenant, Zinedine Zidane, on le voit comme. C'est Zizou. Mhm. Donc, si maintenant il va à PSG, déjà, Mais c'est de, limite un de- de bonbon, l'extérieur, Zidane, en France. de l'extérieur, moi, j'aimerais pas être coach de PSG. Quand tu vois tous les noms qui sont là sur le banc, tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Arrête, Pochettino. C'est un Argentin, on pensait qu'il arrivait à PSG, ça va être la fête. Après 3 semaines, Messi et Pochettino, ils se clashent. Pour un coach, je sais pas, être coach de Neymar, Mbappé qui va peut-être partir à Real ou pas, bientôt ils jouent contre Real en Ligue des Champions. Après Messi, si on le change après 1 heure, il est fâché. Di Maria est sur le banc. Après, Donc, Zidane, s'il y a bien un type qui peut Ça, c'est gérer vrai. une constellation Ça, de c'est stars, vrai. Ça, c'est s'il y a vrai. bien un personnage qui sait le faire, c'est lui. Mais chaque dès qu'il arrive dans un C'est vestiaire, ça, sa directement, grande force, mais c'est tout à comme fait. Ancelotti, hein, c'est des personnalités qui savent gérer Mhm. des grandes stars et qui ont cette. Moi, un des meilleurs exemples, pourtant qui n'était pas du tout charismatique, c'était Del Bosque. Del Bosque, il s'est retrouvé à la tête du Real en pleine période galactique, Mhm. avec que des grands joueurs et équipes mythiques. Et tu avais Del Bosque sur le banc, qui lui n'était pas du tout mythique dans ce qu'il dégageait dans son aura, mais par contre, c'était un grand psychologue qui savait comment gérer des grandes stars. Ça, il avait parfaitement compris comment gérer des grandes stars. Et je pense que Zidane, sa force, parce que je pense pas que c'est le plus grand des tacticiens. D'ailleurs, il l'a toujours reconnu, il avait son assistant, donc je sais non, qui était là pour l'aspect tactique pur et dur. Mais par contre, c'est des meneurs d'hommes, comme Laurent Blanc était un meneur d'hommes à une époque, comme beaucoup de coachs, quand ils connaissent leur rôle, et dans un vestiaire comme le PSG avec que des grandes stars, peut-être qu'un Zidane, ça peut avoir cette aura pour gérer ces genres de stars après. On verra bien. Réponse bientôt. Hein. moi, je ne le vois plus à United, en Angleterre. Moi, je ne vois pas Pourquoi aller en France, manière. Sauf si c'est Ça, pour franchement, coacher la France. ouais, il y a des champs qui fait du bon boulot. Donc, On verra après le Qatar. Hein. on verra après le 4. Tout se passera. De Dernier la Belgique, peut-être, quand Martinez est quitte. On aura de l'argent. Parce que je vois Bruno pas un Martinez, coach. il est payé plus de 3 On 000 aura euros d'abord par Félicien, je pense. Et puis on va regagner de l'argent et puis on ira Et- chercher. Niet. Het spreekt Nederlands. Ouais, mais tu vois, tu fais des progrès. Ja. Ça, c'est le problème. Dernier mot sur la CAN qui a débuté un peu timidement, on va pas se mentir, ce week-end. Il y a eu 6 matchs, 8 goals, dont 3 pénaltys. C'est un peu timide comme début de compétition. Oui. Enfin- Tout le match 1-0. Moi, j'étais prêt pour suivre ce CAN, mais jusqu'à maintenant, j'ai resté un peu sur ma faim. Hier, j'ai vu Maroc contre Ghana. Toute fin de match de nouveau, 87e. Avant le match, je me rappelle, j'ai envoyé des messages à mes potes, toi, ça va être un beau match. Après, à la mi-temps, je me suis dit, mais je me suis trompé parce que c'est pas trop. Je comprends pas. Tous de 1-0, 1-0. Alors, la CAN, il y a tellement de qualité, mais je pense aussi il y a la chaleur là-bas. Il fait très très chaud. Les joueurs qui viennent presque tous d'Europe, ils ont dur à gérer certaines choses. Et la fatigue aussi, non? Il y a La pas fatigue, aussi, il y a des joueurs adaptation. le Mané, il est arrivé là-bas avec 100 matchs dans la jambe Exactement. en 3 mois. Donc, parce qu'il y a tellement de qualité. Mais Il y a un contraste aussi entre. Moi, j'ai eu la chance de vivre 3 CAN sur place, en Angola, au Gabon et 2 fois au Gabon. Et c'était génial à vivre, mais par contre, la qualité des matchs, c'est pas là où tu prends, c'est pas du tiki-taka. Hein. Et donc, des fois, souvent, on a une impression que le football africain, c'est parce que les grandes stars qui jouent en Europe, c'est des fabuleux joueurs, très techniques, etc. Mais alors, derrière, il y a aussi les milieux défensifs, un football très physique, les terrains bosselés, comme tu dis, la chaleur, La fatigue. le manque de préparation, parce qu'ils sont. Alors, c'est pas le stage de l'Union Saint-Gilloise en Espagne, hein, c'est des fois des hôtels pourris, le terrain d'entraînement qui n'est pas réservé. Un truc qui m'a toujours scandalisé dans le foot africain, c'est des coachs, souvent européens, mais de seconde, même pas de seconde zone, de 5e zone, que je ne prendrais même pas dans mon équipe d'APSA, qui sont catastrophiques et qui se retrouvent à la tête de grands pays du football africain. Et ça, c'est un truc aussi surprenant. Donc,
pas uniquement des bons coachs. Ouais, il y en a, Non, il faut changer ça. Ah oui, il faut changer. Mais je sais pas si tu serais partant pour aller entraîner une sélection africaine. Bah oui. On ne dit pas non. Après, c'est à double tranchant. Mais je pense qu'il y a tellement de qualité en Afrique que là-bas, vers la fin de ce championnat-là, je pense que ça devient mieux parce que maintenant, il y a des pays comme Malawi que tu vas jouer, Comores. Avec tout le respect, ce n'est pas les meilleurs joueurs, donc eux aussi, ils rabaissent un peu le niveau. Donc je pense que dès qu'on a passé les premiers tours, c'est là que tu vois vraiment les bonnes équipes. Et à l'inverse, moi je me rappelle, donc c'était en Angola, si je ne dis pas de bêtises. La Côte d'Ivoire doit gagner, c'est la grande équipe avec Drogba, c'est la finale. Et c'est la Zambie avec 11 joueurs qui jouent en Afrique. Tu n'en connais aucun, il y en avait un qui joue en Suisse. Enfin, c'était quasi composé uniquement de joueurs. Et ça c'était une équipe plaisante à voir, avec des joueurs racistes. Donc, tu vois, la morphologie des Zambiens, c'est pas la même que les Nigérians, etc. Donc, plus fin, plus technique, qui jouent ensemble, ça c'était intéressant. Donc, tu vois aussi, ça te permet, la Coupe d'Afrique, de voir aussi de nouveaux footballs, des nouvelles trouvailles, on va dire. Parce que on est très fort arrêté à la Côte d'Ivoire, même l'Égypte, qui joue un football totalement différent. Nigeria. Les Nigeria, je joue aujourd'hui. Non, mais voilà. Mais après, hier, j'ai vu jouer au Maroc et ils ont laissé Ziyech à la maison. Ouais. Le joueur star à la maison. Après, tu vois hein. des joueurs un peu belges comme Sami Maé. Hier, il a fait tout le match. Au standard, on l'a mis à l'écart. C'était encore un peu un cas difficile. Moi, je me rappelle, avec lui, j'ai joué à un VV. Et un jour, le coach adjoint, il lui a dit, il y avait un joueur qui jouait à standard, c'était Louis Ndema, en ce moment-là. Et devant tout le monde, il a ridiculisé. Il a dit, Sami, si tu penses qu'un jour, tu vas prendre la place de Louis Ndema, tu rêves. Donc moi, c'est Ryan. Ouais. Ryan. Ah non, c'est Sami. Okay, moi, ça me fait plaisir de voir maintenant un joueur, il a pris autant de critiques d'un coach, de maintenant de le voir jouer là-bas à ce niveau-là, à Cannes. Pareil pour Ryan, son frère. On a toujours dit prendre de caractère. À Wastan Beveren, il n'a pas réussi. Après, il est parti en Danemark, il n'a pas réussi. Après, il a atterri en Chypre. Et maintenant, il est parti en Hongrie. Et maintenant, c'est le numéro 1 de Maroc. C'est pour revenir sur Felice, c'est pas comment tu tombes, mais comment tu te relèves comme joueur, comme coach et comme joueur. Et c'est l'exemple que je trouve comme joueur, il faut suivre pour beaucoup de jeunes que c'est jamais trop tard. Même tu peux tomber, mais tu peux aussi te relever. Comme Felice il a fait, pour moi, c'était pas un échec. Il est tombé entre guillemets. Et c'est bien relevé. Mais c'est très très bien relevé, et voilà. Et d'ailleurs, ça va être la conclusion de ce numéro. Donc on parlera d'Office de la Cannes la semaine prochaine. Donc merci Marvin, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup Felice, j'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Merci beaucoup Thomas, j'espère que tu reviendras. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on se revoit la semaine prochaine.